Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un peu ce qui s'est passé en 2015 à la télévision française. On a regardé pas mal de choses, Des articles, des chiffres d'audience, les programmes. oui. Même un compte-rendu de conférence sur les séries, c'est-à-dire... L'idée, c'est de voir un peu les faits marquants, les tendances fortes de cette année-là. exactement. Essayer de comprendre ce qui a défini cette année 2015, qui était assez riche finalement. Ah oui, très dense. On sentait déjà des changements importants qui se préparaient. Sur la technologie, les contenus, la façon de regarder la télé aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on commence par le paysage des chaînes elles-mêmes, le fameux PAF, 2015, c'est l'année où pas mal de chaînes thématiques ont disparu. Oui, c'est vrai. M6 Music Club, M6 Black, Maison Plus, Jimmy, Sport Plus, Cuisine Plus. Ça fait une liste quand même. C'est pas juste une liste, c'est déjà un signe, non? D'une certaine concentration des médias qui, bon, allez continuer après. Tout à fait. Et puis, il n'y a pas que les structures, il y a les gens aussi, les visages de la télé. 2015, comment oublier le départ de Claire Chazal du JT de TF1, après 24 ans. Ah oui, un moment très médiatisé, Un symbole, vraiment. un symbole. Et puis une année aussi très triste, avec cet accident terrible sur le tournage de Dropt en Argentine. Oui, la mort de Florence Artaud, Camé Muffat, Alexis Vastine, des grands noms du sport. Des moments tragiques, voilà. Ça nous rappelle qu'il y a des humains derrière tout ça. Et d'autres disparitions aussi cette année-là, Roger Hanin, Léonard Nimoy. Oui, c'est vrai. Une année avec son lot de moments sombres. Mais la télé, elle, a continué. Les grands rendez-vous étaient là. Ah ben oui, l'Eurovision, Roland-Garros, le Tour de France, la Coupe du Monde de rugby. Les gens regardaient ça. Et côté divertissement aussi, ça bougeait. Des retours comme Taratata sur France 2 ou Ces Manchois sur Chéri 25. Oui, et des lancements. Touche pas à mon sport sur D8 à l'époque. Ou même des changements d'animation. Sophie Fergiani qui reprend Déco après Valérie Damito. Le PAF vivait, quoi. Y vivaient, exactement. Et si on regarde les programmes qui marchaient le mieux, les grosses machines étaient toujours là, j'imagine. Totalement. Les franchises bien installées, The Voice saison 4, koh saison 14, Top Chef saison 6, Fort Boyard, elles tournaient à plein régime. C'était un peu les valeurs sûres. Les valeurs sûres pour les chaînes et pour le public aussi, sans doute. Et à côté de ça, il y avait les feuilletons quotidiens. Plus belle la vie, ça marchait toujours fort. Ah oui, Plus belle la vie sur France 3, c'était encore énorme. Genre 4,3 millions de personnes mi-juin. Les Feux de l'amour sur TF1, ça tenait aussi. Mais il y en avait d'autres qui commençaient à flancher un peu, non? Comme Des jours et des vies. Oui, là sur France 2, grosse baisse mi-juin, autour de 560 000. C'est intéressant, ça pose la question, est-ce que c'était déjà l'effet d'autres façons de regarder, d'autres choix possibles? Bonne question. Parce que 2015, c'est aussi une année importante pour la fiction, les séries. Ah oui, clairement. On a eu des lancements français assez ambitieux, je pense au Bureau des légendes sur Canal+, et puis une arrivée massive de séries étrangères. Via les chaînes classiques comme Murder sur M6 ou Empire sur W9. Voilà. Mais aussi, et ça c'est crucial pour 2015, via les nouvelles plateformes. Netflix qui était arrivé et qui lançait Daredevil, Sense8, la SVOD commençait vraiment à faire parler d'elle. Et cette montée du numérique, les chiffres de l'époque le disaient déjà. En juin 2015, presque 35 millions d'internautes qui regardaient des vidéos sur ordinateur. C'est fou pour l'époque. Énorme. Et surtout, les 25-49 ans qui étaient déjà très présents, ils passaient plus de 4h30 par mois sur ces vidéos en ligne. Ça commençait à peser lourd. Et ce qui est marrant, c'est que même les chercheurs s'y intéressaient de près. Oui, cette journée d'études en Normandie en juin 2015, ils analysaient comment les gens recevaient les séries, l'attachement aux personnages de Grey's Anatomy ou de Plus belle la vie, comment les fans interagissaient. On dépassait la question du quoi regarder pour aller vers le comment on regarde. Et ce que ça changeait pour les gens. C'est ça. Et l'offre elle-même, elle reflétait cette complexité. Si on prend l'exemple d'une offre box de l'époque, comme Bouygues Télécom, Oui, t'avais la base, la TNT gratuite, TF1, France 2, M6, voilà. Mais à côté, plein de chaînes incluses et surtout des dizaines et des dizaines de bouquets payants. Ciné, sport, musique, international. Une fragmentation énorme de l'offre pour essayer de capter tout le monde, toutes les niches. exactement. Une tentative de réponse à une demande qui devenait de plus en plus spécifique, et puis aussi préparer d'autres modèles économiques que juste la pub ou la redevance. Donc, si on essaye de résumer un peu cette année 2015, un paysage vraiment en pleine transformation, Oui, des choses qui résistent, les gros formats, mais aussi des départs symboliques, des chaînes qui s'arrêtent, et surtout, le début
très nette d'une nouvelle ère. L'ère du numérique, de la SVOD. Voilà, l'affirmation que la télé classique, linéaire, commençait à être sérieusement concurrencée par ces nouvelles façons de consommer. Les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui, elles étaient vraiment en train de se mettre en place en 2015. Une année charnière donc. On va s'arrêter là pour cette exploration. Et peut-être une question pour aller plus loin. Est-ce que l'arrivée si tôt de ces plateformes internationales, Netflix en tête, avec leurs séries très fortes dès 2015, ça n'a pas seulement changé nos habitudes, mais aussi influencé durablement la manière dont les créateurs français eux-mêmes pensent et fabriquent leurs propres séries aujourd'hui? Bonne question à méditer.